Bonjour, Président. Bonjour, cher frère. Bonjour. Président, qu'est-ce que cela vous fait d'être en ce jour spécial de fête, habillé tout beau en blanc, dans un pays frère qu'est le Sénégal? Mais avant tout, je voulais souhaiter bonne fête de la Tabaski à tous mes frères du Sénégal, à travers eux, à tous les musulmans du monde entier. Vous savez, c'est le même Dieu compris, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Jésus ou Dieu. C'est ce qui ça nous enseigne, c'est l'amour du prochain. C'est ce que je retiens. C'est pourquoi que c'est une joie pour moi d'être ici au Sénégal, au moment où même l'on célèbre la Tabaski. Deuxièmement, je suis au Sénégal, cette terre de démocratie. Cette terre où les institutions sont très fortes. Cette terre où il y a une opinion. Cette terre qui nous donne fierté d'être africains. Pourquoi? Les élections ont lieu au Sénégal, plus tard 19h, 20h, on connaît les résultats. Et puis, le ciel ne tombe pas sur la terre du Sénégal. Si toute l'Afrique pouvait s'inspirer de cet exemple, on irait mieux nous tous. Voilà pourquoi je suis content. Très bien. Vous êtes au Sénégal en ce jour de Tabaski, comme vous l'avez martelé. Président, en un moment crucial, je pourrais dire au lendemain de l'exclusion, en tout cas de la non-présence de votre nom sur les listes électorales en vue des prochaines élections en Côte d'Ivoire, quel est l'objet de votre visite au Sénégal? Au lendemain de la radiation de mon nom sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, je viens d'avoir un tête-à-tête avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, dont le bureau est ici pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est ici à Dakar. Je suis venu m'entretenir avec lui à ce sujet. Mais aussi, je cherche les voies et moyens pour qu'on puisse éviter à la Côte d'Ivoire une élection autour de laquelle il y a des tensions. Je pense que les Nations Unies peuvent jouer un rôle dans ce sens. Vous arrivez aussi au Sénégal au lendemain un faux débat qui a essayé de naître dans la presse sénégalaise, mais ça n'a pas connu de suite. La visite que le Premier ministre du Sénégal, l'ex-opposant Ousmane Sonko, a rendu visite à celui que vous appelez votre père. Je veux parler de Laurent Gbagbo. Est-ce que ce n'a pas une accointance, est-ce que ce serait pas mal vu, ainsi de suite? Mais à Abidjan, moi, je n'ai pas appris ce débat. C'est quand j'ai atterri ici que sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un tel débat. Vous savez, un homme politique, aujourd'hui, de la génération du Premier ministre Ousmane Sonko, arrive en Côte d'Ivoire, il voit l'autorité qui, en charge la gestion des affaires de la Côte d'Ivoire, notamment le président de la République. Ça, c'est dans le cadre de sa visite officielle. Ensuite, il rend visite à un aîné auprès de qui il peut apprendre, parce que Laurent Gbagbo, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Laurent Gbagbo, c'est toute une histoire. Voilà, c'est toute une bibliothèque aussi politique. Il a jugé utile d'aller le saluer. Moi, je ne vois pas en quoi cela pourrait poser un problème. En tout cas, je suis d'accord avec vous, c'est un faux débat. Il avait son agenda, il l'a respecté. Après, il est allé en Guinée, il continue sa route. Il faut laisser ce Premier ministre-là se concentrer sur l'essentiel, sur ce pourquoi les Sénégalais l'ont élu. Ils lui ont fait confiance. Et puis, il faut respecter le mandat qu'on lui a donné. On va revenir sur votre exclusion, sur votre radiation de la liste les listes électorales. Pourquoi cette lancinante question? Pratiquement en 2000, je me rappelle très bien, Tia Koné qui exclut Alassane Ouattara pour nationalité douteuse. Et plus tard, c'est le président du Conseil qui s'illustrera. Pourquoi on ne parvient pas à régler cette question de la présence des gens sur les listes électorales en Côte d'Ivoire? C'est un combat qu'il faut mener. C'est un combat qu'il faut mener pour savoir que une démocratie, elle se construit. Un État démocratique se construit dans le temps. On améliore toujours les textes qui régissent notre pays. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'une élection présidentielle, c'est un moment crucial.
un moment où les passions s'aiguisent, il faut les canaliser. Pour les canaliser, on se donne des règles qu'on respecte nous-mêmes. Et à ce sujet-là, moi je ne l'ai jamais caché. La manière dont j'ai été radié sur la liste électorale est basée sur du faux. On ne peut pas me condamner par contumace, c'est-à-dire in absentia, pendant que je suis en train de faire l'objet d'un procès à la haie. Parce que d'abord, il faut que des conditions soient réunies pour qu'on puisse me condamner par contumace. Il faut que je refuse de venir comparaître, ce qui n'est pas le cas, puisque je ne pouvais même pas sortir de la haie. Et deuxièmement, il faut que les raisons de mon absence ne soient pas valables. Or, être à la Cour pénale internationale en train de faire l'objet d'un procès, c'est largement valable comme raison pour mon absence. Troisièmement, il faut que l'on ne sache pas où je me trouve. Or, le monde entier savait que j'étais à la Cour pénale internationale. Bref, c'est sur cette base-là que je suis condamné à 20 ans. Et puis, je suis radié de la liste électorale. Ça, je pense qu'on peut dire qu'on est maintenant au bout du processus qu'on peut appeler judiciaire, même si derrière, il y a des raisons politiciennes. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant, tel que ça a été le cas au Sénégal, que le politique puisse jouer son rôle et baisser les tensions en prenant une décision politique pour régler cette question. Vous n'auriez pas été à la Cour pénale internationale, vous auriez fait face à vos juges dans les accusations qu'on a portées contre vous? Bien sûr, quand on est citoyen, qui plus est, quand on aspire à diriger son pays un jour, il faut respecter les institutions. Si je suis convoqué devant les tribunaux de mon pays de manière convenable, je prends un avocat et je fais face à la justice, comme j'ai fait face à la Cour pénale internationale. J'ai gagné un procès à la Cour pénale internationale. Là-bas, je n'ai pas été gracié, je n'ai pas été pardonné. Ce n'est pas une faveur. Le procureur de la Cour pénale internationale a utilisé tous les moyens qu'il avait à sa disposition pour que je sois condamné. Il recevait des preuves de la part de beaucoup d'organismes au niveau international, Amnesty International, FIDH, et que sais-je encore. Toutes ces forces-là lui donnaient ce dont il avait besoin pour asseoir sa stratégie et soutenir sa stratégie d'accusation. Malheureusement, on ne peut pas prouver ce qui n'a jamais existé. Et donc, il a été en difficulté, il a perdu le procès, je l'ai gagné. Quand on a gagné son procès, les uns et les autres, ils peuvent ne pas m'aimer, qu'ils respectent au moins la décision de la Cour pénale internationale. Donc, je n'ai pas peur de la justice. Je pense qu'il faut juste faire les choses dans les règles de l'art.